First, I'd like to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. Bonjour et bienvenue sur ce 28e épisode d'Exquise Esquisse. Le site exquiseesquisse.com est maintenant en ligne avec tous les épisodes et leurs références, alors n'hésitez pas à y faire un tour. Il existe aussi maintenant un compte Instagram sur lequel vous pourrez voir et écouter des extraits inspirants. Aujourd'hui, je reçois un concept artiste qui travaille pour le cinéma et les jeux vidéo à gros budget comme Heavy Rain, Beyond Two Souls, avec l'accent français évidemment, ou plus récemment Detroit Become Human. Chez Quantic Dreams, si vous ne connaissez pas son travail, je vous invite vivement à vous renseigner très vite parce que c'est magnifique. Je vous présente donc Benoît God. Bonjour Benoît. Bonjour Alexandre. Comment ça va ? Ça va bien, un peu tendu. L'exercice va être dur pour moi, mais je suis là. Eh ben merci beaucoup en tout cas d'être là. Alors pour commencer, on essaye de savoir qu'est-ce qui t'a mené vers le métier d'illustrateur, de concept artiste, et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un métier artistique ? Alors, j'ai fait une école très classique comme tout le monde, donc je dessinais déjà beaucoup à l'époque, et j'ai fait un bac de philo dessin. J'habitais à La Réunion à l'époque, et en rentrant de La Réunion, on m'a inscrit à Penningen. On t'a inscrit, c'est pas toi qui En fait, je cherchais une école de dessin. J'en ai fait plusieurs. Alors à l'époque, ça va paraître un peu surprenant, mais je voulais peut-être faire de la mode. Donc je dessinais beaucoup de robes et autres. Et les écoles de mode que j'ai croisées à Paris n'étaient pas ce que je recherchais finalement. Donc Penningen s'est présenté, donc j'ai fait Penningen. Et j'ai travaillé le dessin extrêmement maladroit que j'avais à l'époque pour en faire un truc un peu moins maladroit. Et comment le fait de vouloir faire du dessin, ça t'est venu naturellement ? C'était une obligation à cette époque-là ? À quelle époque ? À l'époque de Penningen ? Du lycée Non, il y a toujours un moment d'évasion qui se crée. Alors moi, j'ai beaucoup voyagé et j'avais pas de télé dans tous mes voyages, qui étaient principalement en Afrique. À cette époque-là, il n'y avait pas la télé, dans ma famille en tout cas. Donc l'évasion était par des jeux, par le dessin. Moi, j'aimais beaucoup dessiner à l'époque, donc je dessinais énormément. Et c'est en travaillant que le dessin s'améliore. Et comme je dessinais beaucoup, ça s'est amélioré. C'est devenu quelque chose qui m'intéressait. Donc une évasion comme d'autres avaient d'autres, la lecture, la musique ou autre. Donc, et tu savais qu'on pouvait en faire un métier ? Alors je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire un métier avec ça. D'ailleurs, quand j'étais beaucoup plus jeune, je cherchais un métier pour le futur. Et on disait, ma mère avait acheté un dictionnaire des métiers. Et il y avait le dessin était lié au publicitaire et ça me parlait pas trop. Donc il y avait pas les dessinateurs de bande dessinée ou choses comme ça, mais c'était le dessin, la publicité. Donc ça me plaisait pas trop. Donc j'avais dit à l'époque, je vais faire surfeur. Alors surfeur, c'était pas très bien vu à l'époque non plus. Donc voilà. Mais j'ai continué. Ils se sont dit, s'ils veulent faire surfeur, on va peut-être l'orienter vers l'illustration. Vers le dessin, ouais, ça sera mieux. Ouais. Et donc voilà. Ok. Et alors en rentrant à Penningen, tu savais ce que tu voulais faire à la sortie ? Alors pas du tout. C'est très étrange parce que je considère que on demande souvent aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard dans la vie, et on est dans des sociétés qui vont de plus en plus vite, ce qui fait que on rentre à l'école et on se prépare peut-être pour un métier qui n'existe pas encore. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que je suis rentré à Penningen, je savais pas trop ce que je voulais faire. Il y avait des amis qui étaient très doués, comme la personne que tu as interviewée, Lionel Richand, qui était très doué, qui l'est toujours d'ailleurs en illustration, et qui se dirigeait peut-être plus facilement vers l'illustration. Moi, j'avais un coup de crayon, mais j'étais pas non plus aussi doué qu'eux. Et en graphisme, j'avais quelque chose, mais je n'étais pas non plus au top. Et en sortant de l'école, Internet commençait à poindre son nez en France, donc j'ai eu une connexion pirate et je me suis dit tiens, pourquoi je ferais pas du graphisme sur Internet. Donc j'ai commencé à apprendre l'HTML et tout seul dans mon coin, et j'ai trouvé ma petite niche en me disant voilà, je vais faire ça, et je me suis dit tiens, mais je pourrais mettre des dessins aussi sur Internet, ça serait pas mal. Donc j'ai commencé à mettre des dessins sur Internet, et voilà, j'ai commencé à trouver mon petit endroit pour me produire, et donc mes premiers boulots étaient liés à Internet, sur des jobs de web designer avec un plus illustrateur pour les médias pour lesquels je travaillais. Voilà. Et tout ça, tu as découvert à Penningen ? C'était après Penningen ? Pas du tout. Ouais. À Penningen, on m'a affûté les crayons, on m'a appris les règles de la perspective, de la lumière, de tout ce que cette école peut apprendre de bien aux élèves. Et moi, j'ai appris finalement mon métier. Enfin, j'ai construit mon métier après. C'était au service militaire. Donc à l'époque, on faisait encore le service militaire.
j'ai rencontré des gars qui travaillent dans des écoles d'informatique et j'ai récupéré avec eux une connexion pirate, comme je le disais tout à l'heure. Ça se faisait, c'est pas bien de dire ça, mais c'était vrai. Et ah oui, c'est une connexion que tu récupérais d'une école d'ingénieurs. Ils m'avaient fait un compte et j'avais ma connexion pirate à la maison avec mes logins passwords. Et puis le soir, quand je rentrais de cette fabuleuse journée militaire, j'ouvrais mon bouquin d'HTML et je codais, et puis je mettais en ligne sur un serveur pirate aussi, enfin qui n'était pas autorisé. Et puis donc voilà. C'est quoi un site qui n'est pas autorisé? En fait, c'est plus un compte qui n'est pas autorisé sur un site autorisé, mais donc j'avais mon petit espace privé autorisé par le directeur technique qui faisait son service militaire avec moi. Mais dans l'école d'ingénieur où tu hackais D'accord. Je hackais pas vraiment, mais. Enfin, t'avais ton petit espace. J'avais mon petit espace dédié. D'hébergement, quoi. Avant tous ces providers, Club Internet et autres belles choses. Et donc, quand tu sors de Penningen, c'est le métier de web designer que tu fais. Voilà. Et donc, en sortant de Penningen, effectivement, après cette année de militaire, je me dirige vers un poste qu'on appelait à un moment web designer. Maintenant, c'est des UX, UI designers et autres directeurs artistiques juniors et autres petits noms d'oiseaux. Effectivement, je suis rentré. Mon premier job était web designer dans une agence. Une grosse agence, c'est ça, de pub? C'était pas une agence de pub, c'était une agence de com qui s'appelait la première. C'était même pas ça. C'était un moteur de recherche qui s'appelait nomad.fr. Et c'était le guide du net francophone. C'était un espèce de Google français. Enfin, quand je dis Google, je le place très très haut, mais c'était un moteur de recherche français de francophone. Le concurrent de Lycos. C'était avant Lycos. Lycos est arrivé un petit peu après. Mais il y avait Yahoo, je crois, dans la place à ce moment-là, qui était fort, et AltaVista, qui a disparu depuis, je crois. Voilà. Et donc j'ai commencé à travailler en tant que web designer, avec un complément illustrateur, puisque de temps en temps on faisait des articles, des choses comme ça, que j'illustrais avec des petits dessins, et donc ça me permettait de garder le crayon en main. Mais ça n'a pas duré longtemps. Après, je suis parti sur d'autres agences qui devenaient extrêmement graphic design, donc le dessin disparaissait complètement, c'était la mise en page, la typo. Ça c'était plus tard, non, dans les années 2003, 4. Alors attends, Penningen, j'ai dû finir en 95. Parce que comme le web a évolué vers un truc beaucoup plus graphique à un moment donné. Je sais plus, c'était une boîte qui s'appelait NetForce. Okay. Et ensuite, j'ai quitté NetForce très rapidement. D'ailleurs, je suis resté qu'un mois parce que ça me plaisait pas. Et j'ai monté une boîte avec 2 copains. Et j'y suis resté, je sais plus, 1 an, 2 ans, je sais plus. C'est une boîte de web design aussi? Qui était une boîte de web design complètement. Et là, je ne dessinais plus du tout. Donc j'avais complètement arrêté. Je dessinais peut-être un petit peu pour moi, mais je ne dessinais plus. Et un jour, suite à une engueulade, j'ai tout plaqué. J'aurais dit je me barre. J'ai plié mon ordinateur et je suis parti freelance. Donc on devait être en 2002, je crois. Et là, j'ai commencé à redessiner un petit peu pour moi. J'ai continué à faire du web en freelance, sur des postes en DA, sur des différentes agences, sur différents projets. Tu faisais même du Flash un peu, non? Alors, le Flash est arrivé dans ma vie, ça a été un drame. Cette nouvelle technologie incroyable qui allait transformer l'univers du web. Mais non, le Flash, j'en ai fait très très peu. l'ActionScript, à chaque fois que je m'y remettais, c'était un cauchemar. Donc j'en ai fait un petit peu pour de l'animation, mais beaucoup moins bien que toi. Et mais ça a pas duré longtemps. Et heureusement, dans mes rencontres, un jour, j'ai eu un job avec un gars incroyable, un premier assistant dans le cinéma. Et qui m'a dit, après ce job qui n'avait rien à voir, parce que c'était un architecte lui, qui m'a dit, écoute, je travaille dans le cinéma, je commence un film, est-ce que tu veux venir dessiner sur ce film? J'ai vu tes dessins. C'était un architecte qui t'avait embauché pour faire Alors, du web dans le design. cinéma, il y a beaucoup d'architectes. Ah bon? Pour les chefs d'écho, par exemple. Ah oui, d'accord. Lui était chef d'écho sur certains films, et sur d'autres, il était en appui, donc il était premier assistant de chef d'écho. Et pas réel, d'écho. Et on s'était bien entendu sur le projet d'architecture sur lequel j'avais travaillé pour les aider, graphisme, mise en page d'affiches. Pas de dessin, là, tu faisais... Non, là, c'était de la mise en page. J'ai dû faire de la mise en couleur, de dessin d'archi, mais c'était vraiment pas glorieux. Et il m'a dit, après ces quelques jours de boulot, il m'a dit, écoute, je commence un film, est-ce que tu veux venir dessiner avec nous? Amène ton book et je te présenterai au chef d'écho. Mais il avait pas encore vu ton book. Si, il avait vu mon book, mais amène ton book pour que le chef d'écho le voie. Et donc on se retrouve à un meeting avec ce chef d'écho qui est Thierry Flamand. Je lui montre mon book et il me dit, bah écoute, ça m'intéresse.
t'es libre, je suis libre, allons-y. Donc j'ai commencé à bosser pour eux en faisant alors je dis des bêtises quand même, parce que les premiers boulots que j'ai fait pour eux étaient essentiellement graphiques. Donc je faisais le cinéma comme accessoire, des faux chéquiers, des faux ceci, des faux cela, des fausses affiches. Donc c'était très graphique. Et c'est à la sortie de ce premier film où je lui ai dit, il m'a dit, écoute, je commence un deuxième film, est-ce que ça t'intéresserait de dessiner? Et je lui ai dit, écoute, je te fais un test et puis tu me dis si ça te branche. Donc c'était pour un projet, est-ce que j'ai le droit d'en parler? Oui, sûrement. Peut-être pas, je sais pas. C'était il y a quoi? Il y a 15 ans? Il y a longtemps, mais c'est un projet qui est encore dans les cartons et qui a été lancé, arrêté, relancé, arrêté. Donc je sais pas. Je préfère pas dire le nom. Bref. S'il sort un jour, on verra bien que c'est toi et peut-être qu'on comprendra. Peut-être. Mais bon, je préfère pas dire le nom. Bref. Donc j'ai fait mes premiers concepts avec ce projet. Donc je lui ai fait 2 concepts dans le week-end et il m'a dit OK, on y va, ça me plaît, allons-y. Donc j'ai commencé à bosser en cinéma et à reprendre l'image avec lui. Donc, et ces concepts, tu les avais fait à la main en traditionnel ou tu bossais déjà en digital? J'ai travaillé avec lui, j'avais une façon de travailler qui était très particulière au début. Enfin particulière, je dessinais à la main, je scannais et je mettais en couleur sur l'ordinateur. J'avais une tablette mais elle était un peu brinque-ballante. Donc et puis je savais pas très bien m'en servir. J'étais tellement habitué à la souris dans ma vie précédente de graphiste que j'avais vraiment du mal. Donc je dessinais tout à la main sur des calques que je updatais et puis calque comme un animateur. Et une fois que le dessin était validé, je scannais et puis je mettais ça en couleur sur Photoshop. Alors c'était mes premiers photobashing, c'est-à-dire que je dessinais, je mettais des couleurs et puis de temps en temps j'allais chercher une photo de matière de rocher ou choses comme ça que je laissais diluer dans un calque pour faire croire que c'était du rocher et ça marchait très très bien, j'étais très content et d'ailleurs c'est ce qui m'a avec le temps complètement changé dans mon process, on en parlera tout à l'heure mais ça m'a pour des gains de temps, je me suis mis de plus en plus et parce que bon, il faut le dire, on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant et à l'époque tu voulais pas trop parler de ta technique parce que tu savais pas trop qui l'utilisait, etc. Maintenant qu'il y a Internet et que tout le monde montre ses techniques, est-ce que c'était la technique du photobashing justement ou Alors non, c'est prétentieux de dire ça, mais quelque part c'est une forme de photobashing puisqu'on intègre une photo dans le logiciel, donc et on la déforme et on en fait autre chose, donc c'est une forme de photobashing. Mais c'est vrai quand on voit Photoshop, on se dit bah oui, mais il y a le mot photo dedans, c'est pas dessin shop, donc finalement ça a du sens. Je prends de la photo et je fais des choses avec. Bah, c'est vrai que Photoshop c'est un logiciel de photo à la base. Quoi. Voilà, bien qu'il y ait des très bons logiciels comme Painter et autres logiciels de dessin, mais c'est vrai. D'ailleurs, t'as jamais utilisé Painter pour faire tes concepts? Si, j'ai utilisé Painter sur une prod dans le cinéma où on m'avait demandé un film extraordinaire, Is No Good, et on m'avait demandé de faire des illustrations à l'ancienne. Au début du film, il y a un livre qui s'ouvre avec des illustrations perses. Et j'arrivais pas sur Photoshop à trouver des matières un petit peu aquarelles à l'ancienne, donc je me suis dit tiens, je vais aller chercher sur Painter. Donc j'ai commencé à travailler sur Painter et Painter est un logiciel formidable, mais tellement formidable qu'il en est complexe parce que il y a un crayon de papier, on peut en faire un crayon de papier qu'on trempe dans l'huile, dans l'eau, on peut tailler en pointe, on peut casser la mine, on peut tout faire avec. Ce qui fait que ça ouvre un champ d'exploration qui est perte de temps. Donc tu t'es pas dit je vais le faire en aquarelle du coup? J'aurais dû, mais c'est le problème de l'informatique, c'est que dès qu'on commence à y toucher, à dessiner avec des pommes Z ou des contrôles Z selon sa préférence, la feuille de papier devient anxiogène. Donc on a la gomme certes, mais et d'ailleurs à des moments je revenais sur aux méthodes traditionnelles et dans ma tête quand je ratais un trait, il y avait un pomme Z mais non, ça marche pas. Il faut l'effacer, il faut recommencer. Donc Est-ce que c'est parce qu'on t'apprenait à Penningen d'effacer, recommer,er recommencer? Si, faire et défaire, c'est toujours faire, mais le trait parfait, chercher le trait parfait, mais l'informatique, le travail sur le numérique a tendance à rassurer vraiment la sauvegarde, les tubes de peinture qui sèchent pas, le crayon qu'on n'a pas à tailler, on a envie de faire une nouvelle version, on la duplique, on fait autre chose, on part sur un autre chemin. Là, on va pas recommencer une illustration de zéro on peut travailler avec la photocopieuse si ça existe encore, mais c'est très très rassurant et je le vois aujourd'hui quand je prends un crayon et j'ai envie de redessiner. Alors avec l'iPad c'est génial, mais le trait est très tremblotant, il est hésitant, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. On peut continuer sur cette voie du concept art quand tu as commencé avec
ces gens-là, Ouais. tu t'es plus jamais arrêté, quoi. Non, non, j'ai continué de film en film. Avec un grand plaisir, avec toujours une dualité, c'est-à-dire qu'il y avait toujours ma partie graphique designer qui était là, donc faire des affiches, des choses comme ça me plaît, c'est vraiment rigolo à faire, des facsimilés, enfin je sais pas comment on dit. À la manière de, donc ça me plaît toujours. Après toute la partie décor, concept art pour aider les chefs de curateurs à mettre un visuel sur le décor qu'on va construire, ça c'est vraiment la partie la plus intéressante pour moi. J'ai travaillé avec Olivier Raoux sur la môme. J'ai passé un moment inoubliable à travailler avec lui, et là j'étais quasiment tout était si je mettais de la couleur en numérique, mais tout était dessiné à la main, donc j'avais retrouvé un plaisir de mes lignes que j'avais. Alors c'est très pas amateur, mais c'est très allez, j'y vais, c'est très scolaire, ça manque de folie, mais j'avais eu un gros plaisir à dessiner, à reprendre le dessin, et sur des productions qui sont venues après, comme le Marsupilami ou des choses comme ça. J'étais déjà sur une production avec du photobash, pour des raisons de rapidité, c'est-à-dire qu'un dessin à la main me prenait beaucoup plus de temps, donc je faisais un concept en 4-5 jours, et puis d'un seul coup avec des photos, je commençais à aller sur des concepts où je pouvais être en dessous de la journée, parfois ça pouvait être 1 heure, 4 heures, et pour la discussion de prod, c'est beaucoup plus intéressant. Alors après, ça amène quelque chose de un peu différent pour les chefs décorateurs et leurs équipes, et les équipes de chef-op et autres, c'est que j'amène une lumière. Donc la lumière, elle devient est-ce qu'on va arriver à la faire, est-ce que donc je donne des directions qui sont plus fortes que sur un simple dessin où la lumière est ressentie d'une manière complètement différente, plus large, il y a c'est moins fermé. Et donc ce chef décorateur avec qui je travaillais, Olivier Raoux, me disait tu veux pas refaire tes petits dessins, tes petites nanas, j'aimais bien quand tu faisais avec Piaf ces petites zones et tout ça. Et j'avais envie de faire ça, mais je savais très bien qu'en temps de production, je mettrais trop de temps, et donc je lui ai dit écoute, moi je veux bien, mais là la prod elle est trop courte, et tu me demandes 3 concepts par semaine, je pourrais pas. Donc il faut vraiment que, en plus ce qui était bien, c'est qu'il partait en repérage au Mexique ou autre, il revenait avec des photos, il me les envoyait, et puis il me disait tu vois là on va installer un cabanon, tu me changes la devanture de ce truc là, on va en faire un bar, tu me le fermes là. Et puis d'un seul coup ça allait très très vite, on avait un repérage de rue, je faisais un plan cinéma, quoi. Donc c'était du coup tu pouvais le modifier sous Photoshop beaucoup plus facilement que si t'avais fait s'il fallait redessiner tous les détails. Après, on s'adapte au temps, mais le temps on s'adapte pas à nous, donc c'est incompressible, quoi. Les outils qui devraient nous faire gagner du temps, en fait, nous écrasent plus, on nous en demande plus. Et du coup, sur la môme, c'était quoi? C'était tu faisais un environnement en 3 jours, si je comprends bien, puisque sur la môme, j'avais quasiment 5 jours pour faire une image. Ah oui. Ouais. Du coup, c'est ça qui te manque, c'est le temps que t'avais à l'époque que tu n'as plus aujourd'hui. Ouais, je peux pas. Enfin, il y a des gens qui, aujourd'hui, il faudrait que je change ma technique. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'adopte une technique qu'on appelle le speed painting, ou un mix entre le photobash et le speed painting. Enfin, en même temps, ça se croise. La réception du chef déco qui est d'accord pour avoir une image toutes les semaines. Ouais. Alors que maintenant, il en veut 3. Maintenant, il en veut 3. Alors, je me mets peut-être un peu la pression, mais il y a des prods. Là, j'ai vu un film là récemment, Sister Brother. Et je regardais les concepts qui ont été faits, et la personne qui a travaillé a fait des concepts extrêmement simples, en noir et blanc, avec un déco avec qui j'ai travaillé, Michel Barthélémy, et ça marche. Donc ça me rassure en fait d'être dans du réalisme, je pense, dans l'image, tu vois, de montrer un peu tout. Je me dis, je fais une belle image. L'image dont on parlait tout à l'heure, qui se passe dans l'espace, là, le concept que j'avais fait, je serais pas capable de une des dernières images que tu as faites pour Détroit. Non, alors ça c'est une image perso. Ah, c'est une image perso. Ouais, c'est une image perso que j'ai faite pendant la période de Détroit, mais pour moi, pour m'aérer un peu la tête. Et je serais incapable de la faire de manière traditionnelle, quoi. Impossible. Ouais. Et j'ai besoin de montrer cette réalité, ce réalisme, ça me rassure, je pense. C'est pour accompagner le chef déco au maximum dans ta vision. Ou alors, c'est parce que tu veux faire une belle image. Il y a des deux. Il y a les deux, mais c'est vrai que je me dis que plus une image définit les choses, plus le dialogue qui s'ensuit va être ciblé.
sur une image un peu vague, c'est toujours, on ne sait pas trop qu'est-ce que tu veux dire là, qu'est-ce qu'il y a là, etc. Et je m'aperçois, par exemple, pour revenir à Détroit, tu parles de Détroit, qui est un jeu réaliste dans sa direction artistique, la volonté de faire du réalisme. Détroit et les concepts sont réalistes. Et les artistes qui vont utiliser ces concepts pour monter les 3D et le jeu, en tout cas chez Quantique, n'ont pas le loisir d'imaginer ce que ça peut être si le dessin avait été plus lâché. C'est-à-dire on leur demande une tâche et ils veulent recopier finalement, même s'ils aimeraient faire autre chose parfois, mais on leur demande pas. Donc on leur apporte des concepts assez poussés, assez fermés. Pour pouvoir copier cette réalité en lumière, en photo, et si on voit un appareil comme on en a devant les yeux sur ta table, il faudrait que ce soit comme ça, et comme ça ils ont pas de questions à se poser, alors que en 3 coups de crayon on le fait, et ils vont dire oui mais il y a combien de boutons, mais comment ils s'allument, mais comment... Ouais, tu dois pousser le concept dans les détails au maximum pour qu'ils aient pas à se poser de questions, quoi. Alors dans le jeu vidéo, comme chez Quantique, c'est important. Je pense que dans beaucoup de jeux aussi, c'est important qu'il y ait une certaine définition, parce que les équipes sont très grosses. Dans le cinéma, quand je travaille avec une équipe d'éco, ça pourrait être moins. Ça pourrait être beaucoup moins, c'est-à-dire qu'on pourrait être beaucoup plus sketch, parce que il faut laisser la place à chacun dans sa créativité, au peintre de sentir la peinture, au chef-op de sentir sa lumière, d'amener sa lumière, et ça, il faut pas leur prendre leur place. C'est quelque chose que j'ai remarqué, sauf si on demande un concept poussé. Là, on me dit, voilà, on veut vraiment que tu pousses le truc à fond, et tu nous donnes un scope sur la scène. Voilà. Et donc, tu préfères travailler dans le cinéma ou dans le jeu vidéo? Alors, c'est une bonne question. Souvent, je me dis, je suis un sprinter. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'intensité d'une production courte. Parce que c'est très dur, je trouve, de produire sur du long terme. On s'essouffle, et si on n'a pas de quoi s'aérer la tête, c'est-à-dire on change d'image, on passe à une autre image, etc., on a tendance à tourner en rond. Le cinéma, il n'a pas ce loisir-là, c'est-à-dire que c'est intense, et les prods, pour moi, sont des petites périodes, donc j'ai tendance à vraiment donner le maximum, à être en écoute permanente avec le déco, et il y a pas de, je suis moins force de proposition, même si j'aime faire ça, donc je le fais, mais je suis beaucoup plus à l'écoute. Après, j'ai un poste qui est un peu différent du jeu vidéo, où là aujourd'hui je suis directeur artistique, donc je dois proposer, je dois créer, je me mets un peu la place du déco, donc quelque part, même si c'est un job un peu différent. Mais dans le jeu vidéo, ce que j'aime, c'est c'est peut-être ma position qui fait que on crée des choses et je vais les voir jusqu'à leur sortie, jusqu'à la jouabilité, jusqu'aux gens qui vont l'utiliser, qui vont rêver avec. Ça va être comme un réalisateur presque peut-être, mais je suis pas réalisateur, donc il faut que je redescende un petit peu. Chef-op ou... Ouais, il y a un petit côté chef-op, ouais. Même s'il y a des chef-op dans le jeu vidéo aussi, des gens qui s'occupent de la photo, mais c'est 2 univers différents, mais je crois que l'intensité est quelque chose qui me caractérise pas mal. C'est-à-dire la rapidité dans le travail. Je trouve qu'on tergiverse moins, on se pose moins de questions, et soit on se plante carrément, mais souvent on donne tout ce qu'on a, et ça donne des choses parfois plus vraies, on a moins tourné autour du pot, quoi. On se pose moins de questions. Et tu cherches tout le temps à essayer d'être plus productif, de faire les choses en moins de temps. Alors c'est pas possible dans le jeu vidéo, etc. C'est pas possible dans le jeu vidéo parce que le jeu vidéo, il y a une inertie. Un jeu vidéo tout seul, c'est vraiment impossible. Il y a trop de compétences. Comme je reviens sur cette idée de sprint, mais il faut bien mesurer son temps dans le jeu vidéo parce que ça va durer longtemps. Un jeu vidéo, c'est 4 ans, c'est 5 ans, c'est sur des grosses prods. Donc il faut pas partir au taquet comme sur un film. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que. Donc c'est intense pendant 4 ans ou c'est plus intense au début? Non, c'est très intense. Il y a une certaine joie au début parce qu'on appelle ça une phase de conception. Donc là, on tire tout azimut. C'est un peu le générique de La Petite Maison dans la Prairie. Tu vois, on court et c'est marrant. Tout le monde sourit. Il y a pas encore le stress. Et vient ensuite la pré-production. Là, on commence à se dire ça devient sérieux en fait. Mais si on a tout donné à la conception, on est fatigué, quoi. Donc il faut bien gérer son temps. Il faut bien répartir les zones de travail entre tout le monde. Mais et la phase de conception, tu dessines aussi beaucoup. La phase de conception, on dessine énormément. C'est là où tu dessines le plus. Ouais, on dessine énormément, mais on dessine tout azimut, c'est-à-dire que on se plante et de ces erreurs, on construit.
Et puis, ce qui est très agréable dans la compagnie pour laquelle je travaille, la boîte pour laquelle je travaille, on est en une espèce de mini-meute. .node. Qui est .node. Ouais. On est une petite meute et on échange énormément. Et ce que j'avais moins avant. On était beaucoup plus pyramidal et une personne dirigée et on devait un peu suivre. Bon, on essayait de chercher à imposer des choses, mais c'était plus difficile. Là, il y a un échange entre les personnes qui me plaît beaucoup et c'est d'autant plus intéressant que chaque personne a vraiment des compétences très particulières et très professionnelles dans sa partie. Et donc on est plus modeste, on est plus à l'écoute, on est plus et ça me plaît beaucoup. Voilà, ça me plaît beaucoup cet échange de compétences. On est moins dans un tu fais ça, t'es un exécutif, ou je te dis de faire ça, il faut faire ça, et les responsabilités se partagent, et même si chacun a des responsabilités importantes, mais ça se partage, et j'aime bien. C'est aussi parce que t'as un poste plus élevé qu'avant, non? J'avais le même sur Détroit, ouais. Mais encore une fois, chez Quantique, la chose était plus pyramidale, ouais. Donc okay. L'épanouissement est différent, voilà. Et à quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis un concept artiste, je m'assume et je vais mettre ça sur ma carte de visite? Ah, alors ça, à quel moment? Bah écoute, je crois que c'est à partir du moment où on te demande, on te dit, est-ce que tu peux, on a vu tes images sur Internet, est-ce que tu veux venir bosser avec moi? Au début, tu dis, ouais, mais je suis pas très bien, moi, je suis illustrateur, ou si, on a vu ton truc, c'est super. Bah, là, tu dis, bah oui, je suis concept artiste, et puis à un moment, tu comprends ce que veut dire le mot concept artiste, hein, tu vois, de poser un concept, une idée forte, ouais. Une lumière forte, une composition, une image qui raconte, du storytelling, c'est très important. C'est pas souvent on fait des belles images, mais moi c'est vrai que j'aime raconter des choses. Donc à partir de ce moment-là, quand t'as la notion de tout ça, la compréhension de tout ça, tu te dis bah ouais, je suis un concept artiste. Mais après, quand moi j'ai commencé à faire mes premiers photomontages, etc., j'ai envie de dire, en France, on appelait ça un illustrateur encore, tu vois, et on n'était pas des concept artistes, c'est un mot qu'on a pris à l'étranger. Assez récent, quoi. Assez récent. Donc je pense qu'il y a d'autres gens qui faisaient ça aussi à leur manière. Mais voilà, puis un jour, oui. Alors tu dis que justement les gens voient tes images sur Internet, etc. Tu es assez présent sur Internet. Ouais. C'est-à-dire que tu as plein de réseaux différents. Ouais. Donc tu as cherché quand même à ce que les gens voient tes images sur Internet pour qu'ils t'appellent en tant que concept artiste. Est-ce que tu as trouvé ton réseau social favori aujourd'hui ou Alors, t'as raison, les réseaux sociaux sont vraiment Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais sur ta page, il y a un réseau ou deux en plus sur lequel tu es. Alors, mon site perso. Ouais. Mon site perso, j'ai arrêté. J'ai eu la brillante idée de me dire non mais j'en ai marre de rentrer sur mon site perso pour me poster une nouvelle image. J'ai pas de back office ou de CMS pour le mettre à jour. Donc à chaque fois, je rentre dans le code et j'ai plus envie de faire de code, ça me fatigue, tout ça. Donc je me suis dit, bah écoute. C'est sur des réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Tumblr, il y a DeviantArt, il y a tous ces réseaux. Pourquoi tu fais pas juste un hub sur tout ça, quoi? Et plutôt que mettre à jour ton site, tu mets un hub et puis terminé. Les gens, s'ils arrivent sur ton site, ils partent sur les réseaux sociaux si ça les intéresse. Sur leur réseau préféré, quoi. Voilà. Et puis là, ils font leur tambouille. Donc j'ai arrêté d'updater mon site où je mets de temps en temps une image parce qu'il y a une espèce de slideshow au début qui met un peu les dernières images ou les dernières très très vieilles images que j'ai faites. Mais les réseaux sociaux sont beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai arrêté aussi parce que les gens, quand tu mets à jour ton site, si tu communiques pas dessus, ils vont pas aller voir ton site. Et une fois qu'ils sont allés voir ton site, ils te disent, comme ta grand-mère te dit, t'as bien travaillé à l'école, t'as un beau site, c'est super. Bon, on n'est pas un site de vente en ligne, on n'est pas un site de news, on n'est pas tout ça, et on n'est pas une star non plus. Donc, pour moi, les gens passent quasiment toute leur journée de leur douche le matin aux toilettes le soir à être sur Facebook. Autant être sur Facebook. Tu postes un truc sur Facebook, tout le monde est dessus. Tu postes un truc sur Instagram, tout le monde est dessus. Donc si tu cours, moi je cours pas après les likes, mais ça flatte toujours l'ego. Et puis un artiste qui a pas de résonance de sa communauté, dans ces cas-là, il faut autre chose. Donc les réseaux sociaux sont un outil formidable, je trouve, pour le travail, pour se faire connaître, pour le partage et pour le réseau. Ouais, le réseau, c'est un outil fabuleux, beaucoup plus qu'un site internet perso. Et ça t'apporte plus que juste des retours pour ton ego ou ça t'apporte du travail Alors moi j'ai un ego, je dirais plutôt comme
comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on aime entendre dire qu'on a bonne mine, on aime entendre dire que on fait un podcast super, on aime entendre dire qu'on fait des belles images, etc. Et je pense que c'est la nature humaine qui aime entendre dire. Sinon, on dit bah non, t'es moche, non, t'as mauvaise mine, des choses comme ça, ou ton dessin est pas beau. Mais on aime ça, et je pense beaucoup plus pour les gens qui font peut-être qui créent. Après, je suis sûr qu'il y a des comptables qui aiment qu'on leur dise ta comptabilité est magnifique. Forcément, ouais. Je pense. Ouais. Mais c'est vrai que l'être humain aime avoir. Bon, après, je pense avoir un ego comme tout le monde à ce niveau-là. Mais j'ai oublié ta deuxième question. Non, savoir si ça apportait du travail. Oui. Alors pour ça, c'est extraordinaire parce que le partage sur les réseaux sociaux fait que ta carte d'identité, ta carte de visite, ton CV circule. Et moi je regarde très peu quand je recrute par exemple des artistes, des concept artistes, je recrute peu sur le CV. Oui. Parce que ça m'intéresse pas. Que t'aies fait ceci, cela, ça m'intéresse pas. Je recrute sur le visuel et sur éventuellement un test si j'ai un doute. Mais je trouve que les réseaux sociaux permettent de voir des gens extraordinaires, de découvrir des gens extraordinaires, et ça va beaucoup plus vite parce que si tu cherches sur un site internet, le site internet de la personne, souvent il est pas à jour, souvent. Après, il y a des sites en dehors des réseaux sociaux qui sont dédiés, comme ArtStation, qui est une plateforme fabuleuse pour découvrir des artistes, avec des moteurs de recherche extrêmement ciblés pour dire voilà, je veux un gars qui est plutôt heroic fantasy ou plutôt science-fiction ou plutôt ceci, qui habite sur Paris ou qui a envie de venir habiter sur Paris et qui a un style réaliste, pas réaliste, etc. Et qui préfère un CDI, qui préfère être en freelance. Donc c'est fabuleux, ces outils, fabuleux quoi. Alors que ce gars-là, il a son site et personne va le voir quoi. Ouais. Ou alors parce que il a communiqué avec son site sur LinkedIn, sur ArtStation et qu'on a envie d'en découvrir un peu plus. Mais je vais rarement, sauf si le gars n'a pas d'ArtStation et qu'il m'envoie son CV, je vais voir son site. Mais sinon, je vais rarement voir les sites internet des gens. Instagram est un outil fabuleux. C'est une découverte, c'est-à-dire que c'est des algorithmes. On aime un truc et comme Pinterest, l'algorithme va nous amener les autres, le reste. Et puis ils viennent tout seuls. Mais alors justement, t'as pas peur de voir toujours la même chose? Alors pour trouver un artiste, ça peut être intéressant si tu sais exactement ce que tu cherches. Mais si tu veux t'inspirer. Alors, si je veux m'inspirer, je sais pas, peut-être que tu t'inspires pas du tout. Enfin, c'est une question. En fait, mon inspiration n'est pas forcément chez les artistes, parce que les artistes aujourd'hui sur un site comme ArtStation, c'est drôle, ça me ramène à une époque où je faisais du web design. Et tous les matins, je me levais et j'allais sur mon NetVibe ou je sais plus quel agrégateur de news, enfin qui me ramenait des infos, les meilleurs sites du monde. Il y avait, je me souviens plus des noms. Et je regardais tous les meilleurs. Ça flingue le moral quand même, donc. Un peu. Ouais. Donc j'ai commencé à avoir les chines qui courbaient, le moral en berne, etc. Mais donc tu sais que quand toi tu poses des dessins, tu flingues le moral d'autres gens. Après. Alors, de toute façon, il y a toujours des étapes de flingage de moral. Voilà. Un jour, je me suis dit de toute manière, il y en a 1000 devant, mais il y en a 1000 derrière. Donc t'es au milieu, c'est pas mal. Reste là et... Après, c'est pas toujours facile de savoir quelle jauge. Est-ce qu'il y en a 1000 derrière, est-ce qu'il y en a 2 derrière et 2000 devant, tu vois. Alors ça, c'est ma scolarité. Là, on va revenir plus tard sur ma scolarité. Ouais. J'ai été le dernier. Non, pour revenir à cette inspiration, cette recherche d'inspiration, je vais moins sur ArtStation qu'avant. Parce que on prend des grosses claques et dans des périodes de production pour d'autres personnes, pour des clients où on se dit tiens, j'aimerais bien trouver le temps de produire quelque chose pour moi et puis balancer ça à la face du monde, regardez, voilà, c'est mon dernier truc. On prend des baffes monumentales sur ArtStation, quoi. Il y a des petits, et puis on est dans une période qui est à mon sens beaucoup plus qu'avant, c'est tout le monde échange avec tout le monde sur ses tutos, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça, et cette nouvelle génération qui arrive de concept artistes. Il y a des écoles maintenant pour concept artistes qu'il n'y avait pas à l'époque. En ligne en plus. En ligne, avec des profs qui viennent du monde entier, avec un talent phénoménal. Il y a des conférences partout, à travers le monde, en permanence. Et toute cette génération est extrêmement friand de tous ces tutos. Donc évolue à une vitesse mais stratosphérique, quoi. Donc nous on a mis tant de temps à évoluer, plus le fait de travailler pour payer son loyer, etc. Donc mais eux, qui sont peut-être encore chez leurs parents ou autres, ou en coloc avec des copains, ils ont
une énergie pour apprendre qui est impressionnante. Et c'est très agréable d'ailleurs de travailler avec ces jeunes, parce que là, je travaille avec un jeune concept artiste, et ils ont une énergie qui est incroyable. Ils nous apprennent. Alors, ils ont une faculté à retenir tous les noms aussi, que je n'ai absolument pas. Et quand ils me montrent le truc, je fais, ah oui, j'aime bien ça, j'aime bien. Ben oui, c'est le gars dont je te parle. Ah bon, d'accord, ok. Donc ça, c'est terrible pour moi parce que je retiens pas les noms. Mais l'inspiration, pour revenir à ta question, je vais la chercher souvent dans des choses que je vois ailleurs. Ça peut être parfois c'est drôle parce que ça peut être dans des images toutes petites que je croise sur des articles ou des choses comme ça qui sont pas définies. Si je grossis, ça n'a rien à voir avec ce que je vois, mais ces petites images me déclenchent des petites choses dans la tête. Et ça m'inspire. Je fais peu d'expos en ce moment, donc je vais pas dire que c'est ma vie culturelle qui la dernière exposition de Klimt qui était superbe, et ça m'a donné envie de. Non, je vais peu au cinéma, donc c'est pas ma vie culturelle qui m'inspire. C'est des discussions avec des gens qui me sortent certaines références ou puis je crois que l'envie est inspirante, quoi. L'envie de faire des choses. Mais un très bon outil, bon outil pour effectivement pour de temps en temps se créer un petit brainstorming, des choses qui vibrent dans le cerveau créatif. Le Instagram balance vraiment est un endroit vraiment intéressant. Tu trouves des idées sur Instagram? Ouais. Puis je te dis, comme les vignettes sont petites, souvent ce qu'on voit n'est pas vraiment. Si on zoome, on verra autre chose, mais les petites choses font c'est joli. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'illustrateurs ou de concept artistes commencent à travailler en vignettes pour avoir quelque chose d'assez synthétique. Je trouve que ça parle beaucoup. Voilà. Et alors, toi qui es sur 15 réseaux sociaux, t'as pas peur de pas arriver à tout maintenir à un moment donné, et que les gens aient du mal à te suivre, qu'ils sachent plus sur quel réseau vraiment te suivre? Alors, il y a des réseaux que je laisse un peu de côté, et ta question est très pertinente parce que je fais autre chose. J'ai plusieurs Instagram, plusieurs comptes Instagram. En plus. Alors j'ai un compte perso, j'ai un compte illustrateur, et je fais d'autres choses. C'est-à-dire que je design des véhicules. Enfin, c'est idiot de dire ça. Je fais des motos. J'ai créé une espèce de marque. Et je fais des motos. Et c'est vrai marque de motos pour en design. En design, elles sont pas vraiment fabriquées. Elles sont pas fabriquées, mais je travaille avec des préparateurs qui les fabriquent. Donc en fait, on m'appelle pour me demander des designs, ou c'est la même chose qu'un concept en fait. C'est des concepts de moto, et ça permet avant une fabrication de moto de voir ce qu'elle va rendre. Donc on m'appelle de la même manière. Donc j'ai ça. Il faut pas connaître comment marche le moteur, comment il s'insère, toute la mécanique. Il y a une partie technique effectivement, et en fait, expérience après expérience, je deviens un expert. C'est pas vrai. Non, j'apprends, et puis ça fonctionne. Donc c'est plutôt intéressant. Donc t'es pas que concept artiste, encore plus de comptes. Voilà, je fais plein d'autres choses. J'écris des petites choses par-ci par-là. J'ai plein d'idées qui me traversent l'esprit pour plein de sujets. Alors justement, on va y revenir. Ouais. Est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a conduit vers le métier d'illustrateur et de concept artiste aussi? Il y a des concept artistes extrêmement talentueux. Tu vas me demander des noms, et comme ce sera peut-être pas un concept artiste, hein, mais moi je pense plus à celui qui t'a fait rêver quand t'avais 10-15 ans. Tu vois. À 10-15 ans, ça n'existait pas, mais les illustrations qui me faisaient rêver à 10-15 ans, je pense que je les ai oubliées depuis. Vraiment, mais ok, en fait tu t'es auto-inspiré ou la nature environnante t'a inspiré. Non, mais quand j'étais plus jeune, les bouquins que j'avais à la maison, je vais parler de Klimt tout à l'heure, et je pense que ça c'était une référence, et il y avait Norman Rockwell que j'aimais beaucoup dans ses illustrations, mais jamais je m'étais dit je vais atteindre ces gens-là. Enfin c'était Egon Schiele, Klimt, enfin toute cette peinture qui proche de l'illustration, enfin où il y avait un trait dessiné, moi me touchait énormément. Mais après, c'est vrai que dans la peinture, il y avait des couleurs que j'aimais chez Van Dongen, des choses, il y a plein de choses que j'aimais bien.
vraiment, mais c'était pas de l'illustration, c'était pas du concept, c'était pas. C'est vrai que à Penningen, quand on faisait nos séances de croquis de nu, le style Schiele ou Klimt était très marqué et inspirait beaucoup d'élèves. Donc tout le monde avait sa petite période où les femmes devenaient très maigres, les articulations devenaient très crispées, tout ça. Mais non, les vrais concept artistes comme tels. Après, il y a effectivement McQuarrie ou Sid Mead qui sont des artistes qui sont. Après, les inspirations, je parlais pas forcément de concept artistes, tu vois, ça peut être les peintres, tout ça, comme tu dis. Mais... Oui, mais je crois que tous ces gens-là sont inspirés d'abord par de la peinture qu'ils ont vue, qui a influencé d'abord leur travail par copie, par mimétisme, par absorption, et ensuite ils ont fait leurs choses. Mais des artistes, oui, on peut en citer pas mal, mais ceux-là, je les aimais beaucoup. Après, j'ai longtemps vécu à l'étranger, donc j'avais pas accès à tout ça. J'ai découvert ça très tardivement, comme la musique. J'ai commencé à me faire un répertoire de musique en 3e, donc c'est très tard, quoi. Donc en revenant du Sénégal, quoi. Donc c'est rien à voir, quoi. Mais il y a une période où il y avait pas Internet, donc encore c'était pire. Mais t'as beaucoup voyagé en fait. Parce que Sénégal, Réunion. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. Je suis né au Niger. Et de par la profession de mon père, tous les 2 ans, on changeait d'endroit, donc très déstabilisant pour les études. Donc j'ai fait honneur à ce côté déstabilisant. J'étais toujours nul. Et pour la perte des copains à chaque fois, la reconstruction d'amitié, donc c'était assez complexe. Mais oui, le côté à l'époque, il n'y avait pas d'expo forcément sur des artistes très connus aujourd'hui qu'on voit chaque année à Beaubourg, pour lesquels des milliers de gens font la queue pour aller voir encore une fois Beuys ou autre artiste. Si on oublie. Voilà, tous ces gens-là. Et encore, l'année prochaine, il sera là. Donc en fait, tu as été vachement nourri par ces voyages, j'imagine, parce que la lumière au Sénégal doit pas être la même que la Réunion, qui doit pas être la même qu'ici. Je pense que j'ai été nourri, mais je crois que c'est des choses qu'on ne ressent pas forcément de manière visible. C'est-à-dire que c'est toi en fait, c'est ce que t'es. Et tu l'as vu, tu l'as digéré, tu l'as absorbé, et puis parfois tu fais, c'est comme il m'arrive de faire des images ou d'avoir une super idée, et comme à la sortie d'un rêve, tu vois, t'es là, tu fais j'ai eu une super idée, puis c'est pourri, ou quand t'étais bourré ou des choses comme ça. Et là c'est pareil, tu dis j'ai une super idée, puis en fait tu t'aperçois que c'était quelque chose que t'avais absorbé dans une expo, que t'avais déjà vu, que ton idée était pas super, ça a déjà été fait, mais t'es construit par tout ce que tu vois de manière consciente, inconsciente, et je pense que l'inconscient, tous ces voyages m'ont apporté des choses inconscientes dans mon travail. Je le retransmets pas trop finalement, mais je pense que les lumières, moi, c'est vrai que j'aime la lumière. Parce que ce qui est caractéristique dans ton travail, c'est quand même la lumière, quoi, qui est absolument fabuleuse, quoi. Des fois, il y a des... c'est gentil, c'est super gentil, mais je pense qu'il y a des moments, elle match très très bien, et j'ai une espèce de fierté sur certaines images, et puis d'autres moments, je me dis, je suis dans les tics. Je suis dans mes facilités, je suis dans ma zone de confort, et j'applique des recettes pour. Tu vois, après, tu vois, je pense à des images comme dans Heavy Rain où t'avais ces clairs-obscurs vachement forts, etc., où la lumière ressortait beaucoup. C'est un bon exemple. Ouais. Et en même temps, t'avais des images sur Beyond Two Souls où la lumière elle est vachement plus soft et étale. Et en fait, ça marche super bien aussi, quoi, mais dans un autre registre. Mais je pense que t'illustres bien ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand je suis arrivé sur Heavy Rain, j'avais eu une période sans dessin, je crois, où j'avais pas fait de prod depuis quelques mois, et je suis arrivé avec une certaine angoisse sur ma feuille entre guillemets, et je pense que je me suis vraiment investi dans le travail pour que ça revienne. Et je me souviens de ma première semaine sur le premier concept, je me souviens, c'était un hôtel, c'était cauchemardesque parce que je trouvais pas la lumière, elle venait pas, et c'était et puis image après image, ça s'est ouvert, ça s'est dégagé comme un ciel, et c'est arrivé doucement, et j'ai commencé à la trouver. Mais Beyond, pour moi, c'est moins bien parce que comme je te disais, j'ai trouvé mes repères, ma zone de confort, et puis je sais que si je veux telle image, je tourne les boutons comme ça, et puis si je veux telle image, voilà. Je me remettais moins en question. Ça veut pas dire que c'est moins bien d'un point de vue du lecteur. Non, c'est tout. Après, c'est toujours ta fierté ou ton niveau à toi que tu t'imposes. C'est vrai que tu te dis bon, c'est vrai que quand j'attaque une image,
il y a une, tu te mets une barre, quoi. Mais quand Tu te mets la pression. Tu te mets la pression, mais quand t'as un niveau de production, on t'impose des images assez rapidement. Je pense que tout le monde fait ça, d'ailleurs. Bah ouais, t'es obligé de tomber dans la facilité, quoi. La première fois que tu fais du vélo, tu fais très attention, et la 100e fois, tu regardes même plus tes rétros, quoi, et puis t'as un accident. Et donc tu fais une mauvaise lumière, voilà. Donc, mais bon, c'est vrai que peu de gens te le reprocheront, parce que la prod, parce qu'ils le voient pas. Et c'est vrai que beaucoup de choses ne sont pas vues. Le pire, c'est dans la pub. Bah après, des carcasses, et puis c'est. Ah oui. Et puis en fait, et on voit rien. T'aurais fait moins bien, c'était pareil, quoi. Parce que ça va trop vite. Y a pas. Ouais, mais toi, tu sais que t'as fait. Ah oui, j'aime pas ça. Non. Ah, j'aime pas ça. Mais bon. T'aimes pas ça à quoi? De savoir que tu fais bien? Que je fais pas bien. Que je rate un truc. Ça, j'aime pas ça du tout, quoi. J'aime pas renvoyer une image. Ça rejoint pourquoi je fais j'essaie de faire des belles images aussi, tu vois, parce que ça me renvoie un travail fini, abouti et respectueux de ce qu'on me demande, tu vois, alors que ça pourrait très bien marcher avec 3 coups de crayon, et puis, mais bon, je suis pas aussi talentueux pour faire en 3 coups de crayon ce que je mets des heures à faire. Mais alors, justement, est-ce que tu travailles à simplifier ou est-ce que tu travailles à complexifier? C'est peut-être complexifié, je sais pas. Non, parce que en fait, visiblement, tu t'aimerais bien pouvoir faire une image la plus simple possible, qui marche tout de suite. Et quand on voit tes images, elles sont quand même hyper chiadées, hyper détaillées, et elles marchent tout aussi bien, quoi. Tu vois, mais ouais, mais parfois c'est vrai que des images plus simples marchent tout aussi bien. Non, j'aimerais avoir le temps de redompter, de réapproprier des crayons et de redessiner comme. Je redis Lionel Richand parce que tu l'as invité il y a quelques temps, mais je trouve ce gars très talentueux et j'aime beaucoup son trait. Et j'aimerais, j'ai eu une période où j'avais un départ de Lionel Richand pas dans la copie, hein, mais dans le plaisir qu'il doit avoir à dessiner. Et c'était extrêmement agréable, quoi. C'était alors que là j'ai pas le temps et qu'il faut produire, donc les images se font d'une autre manière et je pense qu'il aimerait pas du tout faire ce que je fais, hein, et je pense pas qu'il soit réceptif à mon univers, mais sans en apprécier la masse de travail, mais le dessin a quelque chose d'extrêmement je pense qu'il faudrait qu'il soit là pour lui poser la question, mais c'est vrai que je pense que quand il a son petit visage, ses yeux qui donnent l'expression parfaite avec ses coups de crayon en 3 ou 10 d'ailleurs, mais c'est très ça fait plaisir, c'est très. Et donc t'aimerais arriver à des. Ouais, j'aimerais revenir à ça. D'ailleurs, je me suis racheté un appareil comme le tien là, avec un petit stylet. Et je me suis dit, je vais gratter et je l'allume, je lance les logiciels qui vont avec et j'ai une angoisse, quoi, donc je le ferme. Ah, t'as l'angoisse de l'écran blanc, quoi. Que mon trait n'aille pas là où je veux, tu vois. Alors que c'est vrai que quand tu travailles sur des concepts et tu photobâches, tu t'envoies tes trucs, tu mélanges tes photos, puis d'un seul coup, t'as la lumière qui se crée, tu vois. T'as un truc qui arrive et tu fais, ça y est, je l'ai. Tu sais, c'est comme un combat avec une lutte. Tout glisse, tout marche pas, et puis d'un seul coup, t'attrapes le truc. Alors, il peut s'échapper à nouveau, mais une fois que tu l'as, c'est hyper agréable tu dis, ah, ça y est, je complète, tac, et puis tu commences à te raconter une histoire dans tous les sens, c'est fabuleux. Mais en dessin, pur, c'est... J'ai eu des concept artistes qui dessinaient complètement sur Procreate, sans trop faire de photobashing. C'est super. Ouais. C'est superbe. Non, je les envie énormément, ces gens-là, parce que il faut une certaine... en fait, il faut une liberté dans sa tête de dire... Je travaille avec un illustrateur, enfin je travaille pas directement avec lui, mais il est sur l'endroit où je travaille, Pascal Durio, et c'est un gars qui a un coup de crayon que j'envie aussi parce qu'il s'en fiche en fait, tu vois, il pose sa ligne, qu'elle soit belle ou pas belle, il va te dire je m'en fiche. C'est magnifique, quoi, c'est léger, on dirait tu dois te souvenir de ce court-métrage Le Moine et le Poisson. Ah oui, du Doc DeWitt, celui qui a fait La Tortue Rouge. C'est lui? Ouais. Je savais pas, La Tortue Rouge, magnifique. Mais tu vois, c'est des petits dessins très simples. Alors, il peut faire très complexe aussi, mais il a une liberté quand il pose sa feuille, son crayon. Je le vois dessiner sur sa table, en que ça calcule à côté ou pas, d'ailleurs, ou en mangeant, et je me dis, j'aimerais bien faire ça. Moi, je prends un crayon, si la ligne, elle est pas parfaite, je me dis, tu vois, il faut que ça soit parfait. C'est vrai que Le Moine et le Poisson, c'est quand même un magnifique court-métrage. C'est vrai. Qui est vraiment hyper simpliste, etc. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses dans l'animation où tu vois, il se passe tellement de choses dans un truc vraiment très léger. Mmh. Et toi, tu rêves de ça? Je rêverais d'approcher une feuille avec mon stylo, mon crayon, mon stylet, mon iPencil, que ça soit pas une angoisse, quoi. Voilà.
Je crois que la photo me rassure, quoi. Le travail oui. de la photo me rassure et même si je le transforme et que j'arrive à quelque chose de plus pictural et plus dessiné, mais ça me rassure. Ouais. Parce que t'as quand même fait la môme comme ça au crayon, etc. Enfin, tu vois, c'est marrant. Enfin, en même temps, je pense que ça doit rassurer plein de gens de penser que t'es encore angoissé par le dessin, quoi. C'est des angoisses, mais après les angoisses, chacun les gère comme il peut, et moi, c'est terrible. Il y a des soirs, je rentre, je suis sur la moto, je rentre du travail, et je me dis, ce soir, je vais prendre l'iPad, je vais dessiner, j'ai une idée, là, j'aimerais faire une petite nana, comme ça, avec des grandes oreilles, des baskets, j'aimerais qu'elle ait un look avec ceci, cela. Je rentre et puis, tiens, qu'est-ce que je vais boire? Ah, tiens, il y a une bière sans alcool dans le frigo, c'est super. Ah, tiens, qu'est-ce que je vais manger? Tiens, il est l'heure d'aller se coucher. Ah non, je vais voir un film, tiens. Et puis j'ai rien fait. Okay. C'est comme 90% des gens, en fait, en réalité. Peut-être. On est malheureux. Ouais. Alors, tu parlais justement de projets perso tout à l'heure. On voit quelques illustrations personnelles sur ton site. Ouais. Est-ce que tu as des projets que tu as envie de montrer, des livres, des projets de livres, de films, des projets à toi? À moi? Ouais. J'ai des projets. Est-ce que tu as des projets perso d'illustration? On le voit bien. J'ai en fait. Est-ce que tu as envie de les faire aboutir quelque part? J'adorerais, mais je suis quelqu'un qui a des idées pour lui et qui a peur d'aller franchir la barrière au fond du jardin, tu vois, qui a peur d'aller à l'aventure, dans la zone de confort. Parfois, c'est idiot parce que je me couche le soir avec, parfois je m'endors pas avant 2 heures du matin, 3 heures du matin, je tourne dans le lit et je me construis une histoire et tant qu'elle est pas aboutie, je m'endors pas. Et parfois je rallume la lumière, j'écris et je me dis c'est super, on peut faire un court-métrage avec ça, on peut faire mais si on fait un court-métrage, il faut que je trouve des animateurs, il faut que je trouve, et tu vois, ça devient très compliqué pour moi mais j'ai plein de projets, j'ai plein donc parfois je balance une image pour moi et je me dis voilà, c'est le scope, cette image, c'est ce qui va quand je la vois, ça va me rappeler qu'il faut que j'aille me mettre un peu plus loin là-dessus. Mais j'ai un carnet où j'écris toutes mes idées et à développer. Et parfois je me dis, le jour où j'aurai plus d'idées, je l'ouvrirai, je dirai allez, prends celle-là. Ouais, mais les idées vont grossir. Je vais avoir une bible à la fin. Ouais. Mais j'ai plein d'idées. Mais du coup, quand tu montres ton illustration, c'est l'aboutissement d'une histoire que tu as déjà créée en amont. Ouais. C'est pas juste un truc que tu as bricolé comme ça en disant tiens, ça marche, je vais raconter une histoire. Ça peut ouvrir. C'est-à-dire que avec un copain, on a parlé d'un petit jeu qu'on aimerait éventuellement faire. Et j'aime beaucoup ce gars-là parce que à chaque fois qu'on parle, c'est un ping-pong. Et il est plus jeune que moi. Et il a une culture extrêmement différente de la mienne. Et on a un process de travail qui est très intéressant. Donc on écrit plein de petites choses, enfin lui de son côté, moi du mien. Et un jour on se dira c'est le moment, il faut le faire, on y va. Mais voilà, pour l'instant ça reste comme ça. Donc ça peut être plein de choses écrites, ça peut être plein de choses racontées, ça peut être une image qui amène autre chose. Mais c'est quand on fait des images, passer à une image à 24 secondes, 24 images secondes, ou plus ou moins, ça devient différent, c'est une autre ampleur, c'est d'autres gens. D'ailleurs, t'as interrogé un autre artiste aussi, j'ai pas le nom, mais qui m'a bouleversé aussi. Je peux te le retrouver si tu me dis... Ouais, je vais te dire, c'est un gars qui fait de l'animation. Un réalisateur, ouais. Rémi Chaillet. Peut-être. Qui fait Tout en haut du monde. Magnifique ce film. Le bateau, bateau qui part en Antarctique avec... Non, une fille qui part en Antarctique chercher son grand-père, les traces de son grand-père. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça bouleversant, quoi. Le film? Non, moi j'ai pas vu le film, mais j'ai les images. Je suis allé voir tout de suite et j'ai vu son trait, sa couleur. Alors il y a aussi Patrice Sio qui faisait la couleur, et puis il y a plein de gens qui ont travaillé sur le film qui sont venus sur ce podcast. Ouais. Mais le trailer, je l'ai trouvé. J'aimerais bien le voir, ce film d'ailleurs. J'aimerais vraiment le voir. Mais je t'invite fortement à aller le voir parce qu'il est magnifique, ouais. Et son trait, sa simplicité. Il y a une lumière, il y a cette animation même, là je crois je suis allé voir, il y a une espèce de western avec une... Calamity, ouais, son prochain film. Ça a l'air super. Ouais. Ouais, vraiment, c'est beaucoup de talent. Alors, tu parles de tout ça, donc tu connais un peu tes forces et tes faiblesses. Oh oui. Et j'en ai parlé là un petit peu. Ouais, t'en as parlé. Ouais. Et tu sais comment tu essayes d'améliorer tes faiblesses et de masquer tes forces ou... Les forces après ça dépend du caractère. Les forces, moi je les regarde pas trop parce que on va dire c'est des choses qui sont acquises ou innées, peu importe, mais les faiblesses, ouais, on essaie de les travailler et puis en vieillissant
deviens moins bagarreur, j'ai l'impression. Et c'est bien dommage, mais bon, après, je pense que ça, tu vois, on parlait de production à plusieurs, je pense que l'exercice de direction artistique me convient bien parce que ça me fait travailler ça me permet de faire confiance à une autre personne dans le travail. Souvent, j'ai travaillé tout seul pendant de longues années en tant que freelance. Et la seule personne à qui t'as à rendre des comptes, c'est toi. Donc, si ton boulot est mal fait, bon, il y a un client derrière, mais c'est toi qui perds. Donc, ça, c'est dur de s'auto-critiquer, enfin de s'auto-juger, savoir si ton travail est vraiment bon. Si tu travailles dur, il y a de fortes chances que tu fasses quelque chose de relativement. Parce qu'il y a plein de gens qui ont du talent, certes, mais leur talent, il y a du boulot derrière, quoi. Je crois pas que des gens soient sans travail des stars, quoi. Enfin, le talent, c'est l'envie, comme disait Jacques Brel. Le talent, c'est l'envie. C'est vrai, j'adore cette phrase, et je la dis souvent, c'est le talent, c'est l'envie, parce que tu vois, ce que parfois je perds, c'est l'envie de faire des images, parce que souvent, je me perds un peu dans ce que je dis, mais je reviens sur ArtStation, t'as envie de faire une image, et tu ouvres ArtStation, et ben, c'est déjà fait. Puis c'est déjà fait, mais mieux. Donc l'envie se dit mieux que ce que tu avais en tête. Ouais, mieux que ce que tu avais en tête ou ce que tu vas sortir. Donc parfois, c'est pour ça que j'y vais plus trop, pour avoir cette envie, travailler et de créer ces images qui vont pas m'écraser. Bon, je suis peut-être comme beaucoup de gens ou pas du tout, ou très différent des autres, mais voilà. Mais est-ce que tu sais ce qui te distingue des autres? Puisque quand on t'entend, on a l'impression que t'as encore un complexe. Non, j'ai pas de complexe, mais j'aime pas les. Je travaille avec. J'ai rencontré des artistes extrêmement frimes et la frime, ça me fatigue, quoi. Et je préfère être. C'est pas de la fausse modestie parce que c'est insupportable la fausse modestie, mais c'est très agréable qu'on entende des gens dire que son travail est apprécié ou reconnu. Je suis très heureux d'être invité dans ton podcast. Mais je pense qu'à partir du moment où ton ego change de route et tu deviens moi je sais, tu vois, j'en ai rencontré des petits artistes, tu leur dis tous les jours qu'ils sont bons et puis à la fin ils te tutoient, ils ont plus respect pour rien, tu vois, ils marchent sur des. Bon, ça me fatigue. Les grands artistes aussi qui ont du talent et qui ont une modestie d'approche, de discussion, de partage, etc. Je suis toujours attiré par ces gens-là en fait. Et je crois que j'aimerais être comme ça. Après, tu vois, je reçois des mails parfois sur ArtStation ou sur LinkedIn avec des jeunes. À chaque fois, je prends un temps pour leur répondre. Et d'ailleurs, bien mal m'en prend parce que souvent, sur Facebook aussi, j'écris pendant 10 minutes pour une personne pour lui donner des conseils. J'ai jamais de réponse. Moi, je me dis, mince. Bah, peut-être qu'ils l'ont reçu. Après, il faut le temps de le digérer. Peut-être, j'ai peut-être trop écrit. Ouais. Et alors, justement, la question de se distinguer, est-ce que tu sais que t'es différent et est-ce que tu peux mettre des mots sur ta différence? Ouais. J'espère être différent parce que je pense que c'est pour ça qu'on t'appelle. Après, tu peux être différent à plein de niveaux. T'es moins cher, t'es plus cher. Donc là, on t'appellera pas. T'es plus doué, t'as du talent, t'aimes le rouge. Le client adore le rouge. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités. Non, je suis différent. J'aimerais être encore plus différent. Chaque artiste est différent. Après, on est ce qu'on est parce que on s'est construit et pour se construire, moi, j'ai copié. J'ai imité, j'ai décalqué. Je me prenais mes premières illustrations, j'ai décalqué Rahan sur les BD de Rahan et je décalquais et j'ai appris de la mauvaise anatomie avec Rahan. Mais je suis différent, je sais pas. J'aimerais parfois quand on regarde son travail avec justesse, on se dit parfois je me dis ouais je suis que ça quoi. Parce que on regarde surtout les gens qu'on admire, les gens au-dessus, et je serai jamais. Bon, après on se fait une raison parce que la vie va vite, mais je suis que ça. Et moi, j'aimerais être plus, mais si je veux être plus, bah, faut que je sois un peu moins paresseux, il faut que je travaille plus, et faut que j'en vois vraiment. Des fois, t'as l'impression de pas assez envoyer. Ouais, parfois. Parce que quand on voit ton travail, on a l'impression que t'envoies grave, quoi. Oui, mais regarde mon ArtStation. Alors après, je mets peu de commandes, je mets peu d'images finalement. Je fais pour des boulots, il y en a, mais j'en mets peu. Je trouve que les images qu'on fait, qui nous reflètent le plus, sont des images qu'on fait pour soi, parce que c'est vraiment notre univers, ce qu'on est, ce qu'on aime. Mais j'en ai pas beaucoup. J'ai des ArtStation, les gars, ils ont 500 images, et tu regardes les 500 images, il y en a 300, c'est des trucs, en tout cas pour moi, qui sont magnifiques, quoi.
Donc c'est des gars qui bossent tout le temps. Et parce que t'es hyper productif malgré tout. Enfin, t'arrives à faire des images hyper rapidement. Enfin, des belles images hyper rapidement. J'y arrive, mais ouais. je suis moins productif qu'à une période parce que je pense que ma responsabilité sur des projets en tant que DA me prennent une énergie que j'aurais pour moi pour faire mes choses, pour d'autres choses. Donc je suis moins productif. Puis après, il faudrait pas que ça se transforme en moins productif et quand t'es productif, t'es moins bon. Il faudrait que ça soit moins productif, mais que ça soit meilleur quand tu le fais, tu vois. Et tu vois cette image de cette fille dans l'espace, dans ce vaisseau, à l'abandon, c'est une image que j'attendais depuis des mois et des mois et des mois. Et un jour, j'ai dit, ce week-end, c'était un week-end de 3 jours, je me suis dit, je bosse. Je me suis enfermé, j'ai mis la musique, j'ai fermé le frigo, pour éviter mes allers-retours de procrastination, et je m'y suis attaqué. Ça a été dur au début, l'image, et puis j'y suis arrivé. J'en ai eu une énorme fierté de tout seul dans mon coin avant qu'elle parte sur le net. Et après sur le net, elle a eu son retour très agréable, il y a eu des contacts improbables. Nel Blomkamp qui m'a contacté. Qui ça? Nel Blomkamp, le réalisateur de District 9 et de Elysium, qui m'a contacté pour travailler avec lui. Tu vois, donc il paraît que c'est comme ça que ça se débloque en général. Mais bon, c'est hyper agréable et puis c'est des images, quand tu les réussis, tu le sais au fond de toi que t'es allé au maximum, tu peux pas aller plus loin, t'as tout donné. Et t'en fais tous les combien, tu vois. C'est comme si j'avais atteint la 9e symphonie, tu vois. J'avais entendu un dessinateur de BD américain hyper connu qui fait des traits à la ligne claire comme ça, il faudrait que je le retrouve, mais on lui demandait comme ça qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous dessiniez plus. Lui, il avait une discipline très carrée, genre 8h, 19h, et puis il s'y tenait, il bougeait plus. Il disait, il faudrait que je sois en prison. Voilà, parce que c'est son seul moyen de pouvoir produire comme il voulait. Ah, je veux bien le croire. Mais tu vois, cette image, je reviens juste une minute à cette image. La pression que ça crée, c'est que tu la mets sur le net, sur les réseaux sociaux, t'as un retour positif, et tu te dis, mais la prochaine image, je peux pas me planter. Tu vois, il faut que la pression de faire mieux à chaque fois, quoi. Il faut mieux ou égal. Et puis la suivante, quand tu la poses, elle a fait un flop ou elle fait pas autant, et tu te dis, bon, ouais, voilà, c'était une étoile filante dans mon ciel créatif. Mais tu vois, c'est marrant les réseaux sociaux parce que t'as une image que tu mets à une certaine heure et tu vas avoir 2000 personnes qui vont la voir, il y en a 100 qui vont liker ou quoi. Puis tu vas la mettre 5 minutes plus tard et t'en auras plus que 1500 et t'en auras. Je sais pas comment marche cet algorithme, mais c'est complètement aléatoire et on se fixe sur le nombre de likes, etc. Est-ce que tu as un objectif ultime? Est-ce que à la fin de ta carrière ou même à 70, 80 ans, tu vois, t'as une vision sur ce que t'aurais voulu avoir fait? J'aimerais pas regretter, quoi. De pas avoir franchi la barrière au fond du jardin, quoi. Et c'est quoi la barrière au fond? La zone de confort, tu vois. J'aimerais pouvoir la sauter et aller faire un truc qui, même si je me plante. Et alors, c'est quoi, qu'est-ce qui te ferait sortir de ta zone de confort? Faire un truc un peu plus grand qu'une image. Un poster. Un poster, ouais, c'est ça. Mais un film. T'aimerais réaliser un film? J'aimerais raconter une histoire. J'aimerais vraiment raconter une histoire, une belle histoire, un truc qui me touche. Et ça, j'aimerais faire ça. Après, réaliser un film, je reviens. Je suis pas sûr d'être capable. En tout cas, il faudrait que je m'entoure de gens extrêmement, talentueux. Mais raconter une histoire, j'aimerais bien raconter une histoire à travers... T'aimerais être aidé d'un scénariste, etc. Ou de la raconter toi-même, faire le scénario toi-même? C'est vrai que j'aimerais bien poser quelque chose d'abord avec ce que je suis, pour m'entendre dire ensuite c'est super ou c'est nul, et qu'on reconstruise à deux quelque chose. Mais j'aimerais construire quelque chose moi d'abord. Et tu vois, c'est le film d'animation dont on parlait tout à l'heure avec... j'ai encore oublié. Rémi Chaillet. Voilà, ouais. Ça, c'est vraiment chouette, quoi. Si j'arrivais à faire un truc comme ça, même plus petit, tu vois, parce que c'est un long métrage, c'est ça. C'est un long métrage, ouais. Quelque chose de plus petit, tu vois, mais qui raconte quelque chose de touchant, je serais content. Ouais. Et tu connais la forme que ça pourrait prendre? Une bande dessinée, un film ou quoi? Ou pour l'instant, c'est complètement ouvert? Si ça transmet une émotion, le support ça peut être un jeu, tu vois, une expérience. Il y a un jeu que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'émotions, qui s'appelle Inside. Et si c'est de cet ordre-là, ça me va très bien. Si c'est, alors ça sera pas du violon, ça c'est sûr, parce que je suis pas bon.
ni de l'harmonica. Mais si c'est une bande dessinée ou si c'est un court-métrage en film ou en animation, ça sera ça. Mais je sais pas, je trouve que j'aimerais bien faire quelque chose qui soit au-delà et ça sera peut-être autre chose, hein, ça sera peut-être une pizzeria à Melun, j'en sais rien. Je sais pas. Là, tu raconteras moins d'histoires. Enfin, ouais, ou alors, ça peut-être sera moins glamour. J'adore Melun. Et la réussite, c'est quoi pour toi? La réussite. Enfin, à quel moment tu vas te dire j'ai réussi? Je crois que quand t'as tout lâché, c'est-à-dire que t'as pas besoin de te confronter à ton démon créatif, t'as tout lâché, c'est-à-dire que t'es bien comme t'es, quoi. Voilà. Je pense que t'as réussi. Et tu sais d'où vient ce besoin de créer? L'aventure, l'envie de postérité, par exemple, délivrer un message, éviter. La postérité, je m'en fiche parce que non, mais je m'en fiche. Non, mais on a envie de sortir des choses de soi. Je pense que la personne qui dessine dans ce média-là sort des choses de lui ou d'elle pour comme un psy, tu vois, ou pas, mais on sort un univers qu'on a envie de voir, un univers qui nous a marqué, un univers qu'on a envie de revoir. Il y a peut-être quelque chose de doudou, tu vois, dans ce qu'on amène. Tes univers à toi, ils sont assez sombres, malgré tout. Moi, oui, enfin, j'ai assez des sombre. univers. D'ailleurs, je pense à des images de Beyond Two Souls où c'est assez calme, quoi. C'est plus calme. Alors après, ça, c'est des images qui répondent à une demande. Tu vois, c'est des commandes. Ouais. Mais sur des images personnelles, j'en produis peu, mais je pense que des gens comme un Bilal que j'aime pas trop, mais dans son univers, il exprime des choses conscientes ou inconscientes, mais des choses qui le rassurent, qui le mettent sur terre avec les autres. C'est un liant, tu vois, avec les autres. C'est un liant de reconnaissance, mais c'est un liant de dialogue. C'est lui. C'est comme les gens qui se font des tatouages, tu vois, un peu. Ils dialoguent avec les gens en disant, bah, tu vois, moi, je suis plutôt un dur parce que j'ai un ours ou un lion ou un tigre. Moi, je suis plutôt doux parce que j'ai une licorne. Je suis plutôt, tu vois, ceci. Je pense que le dessin a peut-être cette fonction-là de dire, c'est un dialogue invisible peut-être avec un autre. Je crois que il y a une forme de dialogue sans mots, quoi, pour dire à l'autre quelque chose. Ça peut être à soi-même ou sortir quelque chose, je sais pas. Intéressant. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Ok. Et j'ai pour habitude de demander quel est ton objet culturel qui t'a le plus marqué ces derniers temps, comme un film ou un livre ou un jeu vidéo, puisque tu travailles là-dedans. Waouh. Chet Baker. Ouais, Chet Baker. J'ai racheté des vinyles de Chet Baker. Et c'est vraiment c'est un artiste que j'ai découvert il y a très longtemps, que je connaissais pas bien malgré le fait que j'avais quelques CD. Et j'ai redécouvert des morceaux de lui il y a peu avec ses vinyles, et ça me bouleverse. Voilà. Je peux te donner les 3 titres qui me touchent. Hein. C'est Almost Blue, Alone Together et The Thrill Is Gone. Et ces 3 morceaux sont, à chaque fois que je les mets, c'est clac. Ok, voilà. Bah super. Voilà, merci pour le tip, pour l'astuce. Bon, après ça n'engage que moi. Bah non, mais je vais aller écouter ça de ce pas. Il faut bien l'écouter le soir, on ferme les yeux, comme ça on met ça et c'est... Ouais, parce que c'est assez blues, quoi. Ouais. Enfin, jazz, blues, c'est ça. Très calme, quoi. C'est très calme, et il a une voix magnifique, il a une voix d'ange, et moi ça me bouleverse. Voilà. Le mot est très fort, mais c'est ça, je crois. Bah écoute, merci beaucoup Benoît d'être venu. Je t'en prie Alexandre, merci à toi de m'inviter, d'avoir invité. Et bah j'ai hâte de voir tes prochaines images. Ok. Et peut-être ton prochain film. Hein, qui sait, dans 10, 15 ans. Ouais. Ciao. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex@moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao. I absolutely refuse